Bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Babouk. On est ici à la Friche au Port, à l'île de la Réunion, dans le cadre de l'exposition Antivirus, une exposition collective qui réunit 11 artistes et qui ont chacun proposé leur regard sur cette crise sanitaire assez improbable qu'on a tous traversée. Et voilà, donc dans le cadre de cette exposition, on organise des rencontres avec les artistes, des rencontres des artistes avec le public. Voilà, donc de manière très simple, très conviviale. Donc là, on est posé dans le petit salon de la Friche. On a entendu le départ avec une bouteille de pinard qui vient de s'ouvrir, à consommer avec modération. Et on a des petits biscuits, du thé, voilà. Et Luco est avec nous. Salut. Et donc Luco, on est ravi de te recevoir, on est ravi que tu sois là, on est ravi que tu aies participé à cette exposition. Parle-nous de toi. Alors rapidement, moi je dis de ce que je sais, Luco est un artiste qui est actuellement en résidence à la Friche et qui a un parcours d'illustrateur et qui fait de la direction artistique sur des projets divers et variés. Alors ça va de l'installation au projet graphique, sur tout support. Voilà. Ouais, donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et puis finalement sur ta démarche artistique, voilà. Qui es-tu, Luco? Oui, alors pour la partie professionnelle, il y a ça aussi, il y a du design, architecture d'intérieur, etc. C'est mon plus gros gagne-pain, je pense. C'est pour ça que je fais des œuvres à louer, parce que ça c'est une autre partie de moi. Mais voilà, ça c'est la partie professionnelle. Après, qui je suis là en une réponse, c'est compliqué. L'illustration, oui, ça fait très longtemps ça. Ma démarche artistique, ça peut être long à expliquer. Peut-être qu'on peut fonctionner avec des questions plus simples. On peut passer par les 3 œuvres, par exemple, pour évoquer tout ça. Bah, c'est comme tu préfères. Oui. Alors donc là, comment est-ce que tu peux nous présenter ces 3 œuvres? Non, il y a cette cabane là au milieu là que j'ai appelée Chrysalide. Parce que pour le côté transformation de l'idée de la chrysalide. C'est une cabane que j'ai construite un peu comme un enfant ici. On dit in situ dans le milieu de l'art contemporain. On peut dire comme un enfant, de manière plus galvaudée. J'ai construit ça avec ce que j'avais sous la main, avec l'idée de faire un petit cocon chaleureux. Le lit était là, le bambou, un début de bambou était là, les rubans sont d'une autre œuvre, le matelas est fait d'une autre œuvre, mais qui est pas de moi, mais qui traînait aussi ici. Je devrais pas le dire. Bref, voilà. Ça, c'était l'idée de fabriquer sur le qui-vive, un peu dans l'empressement, mais quand même avec une idée de ralentir et de faire les choses lentement. J'ai tissé le bambou, j'ai tissé le ruban. Je suis allé couper du bambou aussi chez une copine en l'échange du nettoyage de sa haie. Ça a été long finalement, et j'ai fait ça tout seul. Donc voilà, c'est un peu double. Il y a un empressement, mais il y a aussi une volonté de ralentissement, finalement. Et voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Pourquoi ce choix du cocon? Parce qu'avec le bambou, tu aurais pu faire autre chose. Avec tes rubans, tu aurais pu faire autre chose aussi. Donc tu as choisi de faire un cocon. Tu as choisi de créer un habitat. Pourquoi l'habitat? Alors je sais pas si c'est l'habitat ou l'intime, en fait. Ou le recueillement, quoi, la protection. Alors l'habitat protège, j'ai vu le refuge aussi protège, mais la chrysalide, pour l'aspect symbolique de la transformation, c'est que je me disais, tiens, je vais faire un homme moderne, avec tout ce qui l'entoure, va essayer de se transformer et devenir un peu plus merveilleux. Et donc la haie, le bambou de haie, c'est du gamme vert, le lit, c'est un lit industriel, tout ça, c'est la société de consommation finalement. Et c'est une forme d'appropriation pour moi, en fait, d'avoir transformé tous ces déchets, en fait, ou ces produits, en quelque chose de beaucoup plus personnel. Voilà, pour moi, on est dans l'intime, là. On n'est pas forcément dans l'habitat. Alors, la dimension habitat, elle vient après avec l'ironie de la location, que c'est sur le bon coin, en fait. Et là, on retourne dans des choses plus
plus ordonné, plus compréhensible, le revenu locatif, etc. Mais c'était pas mon intention première, ça. C'est venu après. C'est le côté dérision qui me permet un peu de prendre de recul et d'être moins sérieux finalement. Mais ça, c'est un petit tour de passe-passe à moi en fait. Voilà. Donc c'est plutôt sur l'intime. Si j'ai suivi, tu gagnes ta vie en tant que designer. Tu fais du mobilier, des choses comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je gagne ma vie, oui. Donc au fond, ce que tu nous présentes là, c'est une sorte de récréation, un petit peu, par rapport à une pratique professionnelle. Il y a sûrement un aspect échappatoire comme ça dans l'art pour moi, ouais, par rapport à ma profession, par rapport à mon métier, mais qui est pas non plus. Je veux dire, j'ai pas un métier non plus très désagréable. Hein. Je suis toujours dans la conception, la création. Je roule pas sur l'or, hein, mais voilà, c'est pas désagréable. Je suis pas très loin de mon métier. Là, je suis dans une recherche d'esthétique plus absolue ici, alors que dans mon métier de designer, je suis dans une recherche d'esthétique du quotidien, on va dire, les meubles, les restaurants, les trucs comme ça, quoi. Et donc, peux-tu nous parler de tes dessins ? Alors, les dessins, il y en a qu'un. Là, c'est la tortue. Ça faisait très longtemps que j'avais pas dessiné comme ça. Moi, je dessine depuis que je suis tout petit, en fait. C'était ma récréation. C'était le dessin quand j'étais gamin. Ma mère me filait une boîte de feutre, quoi. Et, ça fait très longtemps que je dessine, en fait. Et donc, je m'étais éloigné largement de cette pratique parce que des fois, on s'ennuie dans une pratique. Bref. Et là, je lui ai trouvé un nouveau fer de lance, un nouveau motif, quoi, un nouveau de création, je veux dire, un prétexte à dessiner. Et là, ça a été la tortue. Là, on voit une représentation de tortue finalement. L'idée principale, c'est l'ode à la lenteur, un ralentissement. On retombe dans le ralentissement encore, dans cette idée-là. Donc, je sais pas, j'en ai parlé pendant un quart d'heure tout à l'heure. On pourrait la prendre par plusieurs bouts. Elle soutient, cette tortue-là, un disque, un rond d'or. Elle soutient un idéal, en fait, cette tortue-là, un idéal de féminité, d'harmonie, de cycle, serein. C'est de la spiritualité, en fait. Il y a un côté religieux aussi avec cet or que j'ai inscrit sur le papier. Et puis à côté de ça aussi, dans le dessin, j'entendais ça là, j'écoutais Ernest Pigeon-Ernest là il y a pas longtemps, qui est un grand dessinateur et qui pose des superbes dessins très très bien faits à l'extérieur, à l'école à l'extérieur. Il disait que pour lui le dessin, c'est un acte d'humanité aujourd'hui, parce que c'est un ralentissement en fait aussi. Dessiner, c'est ralentir, c'est comme écrire, c'est la relation de la tête à la main. À une époque où on est complètement inondé d'images plus ou moins falsifiées, plus ou moins inondé d'images, dessiner, c'est un ralentissement. Et donc, quand j'ai fait ce dessin-là, j'ai ralenti. J'ai vraiment eu l'impression de ralentir le temps. Donc, je représentais cette tortue qui est un appel au ralentissement, et en même temps, quand je dessinais, je ralentissais ce temps-là qui nous pourchasse tous un peu, et qu'on a tous arrêté un peu aussi pendant le Covid, là. On a un peu goûté à ça, on s'est dit, tiens, c'est marrant. C'est pas mal quand même de ralentir. Donc voilà, pour la tortue. Pourquoi elle regarde en arrière ? Elle regarde, je sais pas, après il y a des choses qui sont venues comme ça. J'ai pas fait beaucoup d'études de composition pour la dessiner. Mais elle regarde ce qu'elle soutient en fait. Peut-être qu'elle prend soin en fait. Elle prend soin de ce qu'elle a sur le dos là. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Du prendre soin, c'est un peu ça aussi. Dans ce monde que je trouve de prédation, moi, c'était un peu une ode aux soins aussi, à s'occuper des autres. Il y a ce côté-là un peu là-dedans aussi. C'est un habitat. Et si on voulait, trouver on peut boucler, un lien entre l'installation et le dessin, il s'agit d'un habitat également. Oui, là, on peut boucler la chose en disant que la tortue se confine aussi quand elle veut, elle se protège aussi quand elle veut, elle a cet habitat, cet intime qui est matérialisé par la carapace. Il y a aussi cette symbolique, ouais, c'est vrai. Dans la symbolique chinoise, ça symbolise le monde. Oui, elle porte chez les Chinois ou d'autres, Chinois, oui. Elle porte le cosmos aussi. Oui, c'est ça. Elle porte le monde en fait. Elle a ce côté pas maternel, mais voilà, de prendre soin comme ça. Elle supporte tout ce monde-là, ouais. Et j'ai choisi la tortue parce que c'est un animal qui est le plus représenté en fait
toute croyance et religion confondue sur la planète Terre. C'est un animal très universel en fait. Et tu sais également que la tortue, c'est ce qui symbolise la réunion. Oui. Hein, oui sur les termes d'autrefois, je me souviens, il y avait une tortue, l'île de la Réunion vue de dessus. Et de par sa géographie, ouais. Il y a une tortue. Ouais, une tortue perdue dans l'océan qui nage, la carapace hors de l'eau là. Ouais. Il y a des artistes qui travaillent là-dessus. Il y a Python Tortue, mais voilà, il y a plein de choses à recouper avec avec cet animal de la tortue. Et voilà, ça me faisait plaisir d'amener un peu d'universalisme là dans cette période aussi où on intersectionne tout le monde, on met des cases partout. Il fallait un peu de religieux comme ça qui réunissent un petit peu. Enfin bon, moi c'est ce que j'ai besoin de ça, je crois, d'un spirituel comme ça un peu. Alors justement, cette période un peu particulière où il y avait quand même où on était tous surpris. Moi, il y a eu la partie santé, après il y a eu la partie politique, privation de liberté. Enfin bref, nos vies étaient tout à coup arrêtées, hein, comme cette tortue qui ralentit. Donc comment est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu t'es positionné face à cet événement, cette espèce d'aperçu de fin du monde? Ouais, alors je me suis pas positionné d'abord. Au début, j'étais. On parlait de sidération tout à l'heure. Et il y avait ce côté-là, comme pour chacun, de sidération. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? On est en train de vivre un moment au niveau planétaire, quoi. Tout le monde est au même niveau, quoi. Tout le monde s'arrête à l'échelle mondiale. C'est incroyable dans une vie, je pense, de vivre un événement comme ça. On en parlait auparavant là. Donc il y a eu ça déjà. Alors moi je suis assez casanier, donc ça m'a un peu conforté là-dedans. J'étais bien quand même dans cette non-obligation de sortir, de voir les gens, de sociabiliser, etc. Par ailleurs j'aime bien ça, hein, mais voilà, il faut quand même que je... Et donc ça m'a conforté dans cette idée-là. Mais après se positionner là-dedans, je sais pas, il y a eu un moment d'extase, on s'est dit tiens, on va ressortir de notre carapace en se disant tout a changé, et en fait il y a tout à faire, et d'autant plus parce que ça a galvanisé encore plus la bête, et elle est prête à redémarrer et à remettre les bouchées doubles pour accélérer. C'est ce qu'on voit là quand on écoute la radio tous les jours. On est reparti dedans tête baissée, quoi. Donc là, je pense qu'il faut faire plus que se positionner maintenant. Là, il faut agir. On est tellement séparés, comme je vous le disais auparavant, tous tellement dans des cases que c'est compliqué. Enfin bon, il y a beaucoup de chemin à faire encore. Donc me positionner, je sais pas. Peut-être qu'il y a de l'enthousiasme quand même qui est ressorti. C'est pas. Je veux dire, c'était grave aussi. Évidemment, il y a eu beaucoup de morts, mais c'était ambivalent en fait. C'était très grave et en même temps, il y avait comme une lueur d'espoir, quoi. Il y avait un côté crise, la crise où tu te dis tiens tout peut basculer, mais c'est aussi très dangereux quoi. Donc moi ça m'a renforcé dans mes convictions, c'est tout, on va dire. Mais concrètement c'est comme avant, je pense. Mais est-ce que ça t'a inspiré particulièrement ou ça t'a donné envie de... Parce que j'ai envie de dire, il y avait de la matière là pour discuter, pour réfléchir, pour remettre en question, pour proposer, pour des supports pour créer, pour revendiquer, et il y avait beaucoup de matière. Ouais. Est-ce que tu t'es dit, moi en tant qu'artiste, est-ce que j'ai quelque chose, est-ce que c'est une opportunité, une obligation, une responsabilité, ou est-ce que je m'en fous complètement, je suis obligé de rien? Comment t'avais, tu vois, je veux dire, par rapport à cette impulsion-là, comment t'as réagi, quoi? Moi, c'est ton mail qui m'a fait réagir. Hein. Quand t'as dit qu'il y avait une expo, qu'il y avait un groupe d'artistes, qu'on allait réagir à tout ça, voilà, c'est là où j'ai réagi. Hein. C'est là où je me dis tiens, il y a un truc qui se passe de groupe et c'est parti, il faut y aller. Tout seul, je faisais des trucs, mais plutôt dans mon cocon à moi, dans ma famille. Il y avait un petit repliement familial, en fait. Avec ma petite fille et ma femme, on était perchés à l'entre-deux, coupés de tout ça. On était un peu dans une forme de privilège parce qu'on était à la campagne, dans une petite communauté. Donc
Ça roulait très bien. On avait du temps, on a vu grandir notre fille d'autant plus, etc. Donc cette partie-là a été comblée. Mais quand toi tu m'as envoyé le mail, je me suis dit tiens, c'est un groupe. Moi j'ai vécu en squat, il y avait des organisations de groupes comme ça, et c'est génial. Tu vis des trucs excellents, quoi. Tu t'organises à plusieurs, tu recrées une petite société, tu discutes, voilà. Et donc moi c'est ton mail qui m'a enthousiasmé. Je me dis bah tiens, voilà, c'est là que ça commence. Il y a plein d'autres choses à faire encore, évidemment, mais c'était un bel appel du pied, quoi, qui nous amène à ce moment-là là, de radio. Donc, est-ce que le confinement a impacté ta créativité et ta ligne artistique ? Si, elle l'a renforcée. Ouais, et les messages que tu avais à passer avant et aujourd'hui ? Ta question, elle est pertinente. C'est exactement ça. C'est que j'ai des choses qui mijotent depuis un moment. Et là, elle a fait qu'appuyer. Elle m'a juste appuyé me conforter dans ces convictions-là. Sinon, j'étais peut-être dans un truc plus tiède, plus mou, à pas être dans l'évidence de ce que je fais. Alors que là, non, c'est sorti très rapidement. Parce que, en fait, je pose cette question parce que tu dis beaucoup ralentir. Ouais. Et mais on sent aussi qu'avant, t'étais pas non plus dans t'avais pas envie d'accélérer. Donc ça t'a permis encore plus de ralentir ce confinement et d'appuyer le fait que aujourd'hui le monde va trop vite, que ça s'accélère et qu'on a vraiment besoin de ralentir pour repartir, pour être bien, on va dire. Il y a un truc ambivalent comme ça entre accélérer, ralentir. C'est ça, ouais. Je veux dire, moi j'ai envie d'être un homme du monde aussi. J'ai envie de faire partie de ce monde-là, mais j'ai envie aussi d'avoir le pouvoir de le façonner. J'ai envie que tout le monde puisse le façonner aussi. Et je trouve que c'est pas le cas là. Après, ralentir, c'est jamais très positif. C'est pas un terme qui est bien connoté. Peut-être c'est changer de tempo. Je sais pas. Faudrait peut-être réfléchir les termes, mais il y a ce côté-là, quoi. Il y a ce côté où peut-être que c'est cette crise-là, ce ralentissement, quand même forcé, il nous a permis d'observer, de prendre le temps, de se rendre compte de choses, peut-être de se retrouver un peu. Donc c'est peut-être juste ça que je demande, parce qu'on est tous dans cette course-là. Évidemment, il y a de l'excitation dedans, il y a des gens qui s'y retrouvent, mais il y en a qui s'y retrouvent pas. Il y en a qui sont dans l'accélération par conviction, il y en a qui le sont par défaut. Je sais pas. Mais c'est sûr que ça a déclenché des choses, oui, ce moment-là, dans la création. Mais c'est parce que je me sens faire partie de quelque chose à la friche. Et ça, c'est important, je pense. Je pense que les gens, ils cherchent ça aussi. Dans les entreprises, dans leurs groupes de travail. On a tous besoin de faire partie de quelque chose. Alors, moi, le mot que j'ai retenu, c'est agir, étonnamment par rapport à toi, Émilie, qui a retenu ralentir. Et est-ce que c'était pas justement une prise d'élan pour une action? Et dans quelle mesure, toi, en tant qu'artiste, tu te vois agir maintenant? Parce que on entend bien cette prise de conscience, effectivement, de faire partie de quelque chose. Et la friche, ça a l'air effectivement d'être un magnifique projet pour ça. Mais dans quelle mesure, toi, en tant qu'artiste, tu peux agir là, maintenant, pour le fameux monde de demain dont on parle? Alors, avant d'être papa, on faisait des actions directes. On logeait des sans-papiers, on avait un squat, on falsifiait le cachet du gaz pour avoir l'eau chaude l'hiver. Maintenant que je suis papa et que il y a eu 10 ans entre temps quand même, moi j'agis dans mon éducation, je pense. Je pense que j'agis à la transmission. Je pense c'est là où je m'y retrouve le plus. Déjà ça c'est plaisant et c'est pas toujours possible parce qu'on est pris aussi dans la course. Mais agir, je sais pas. Je pense qu'il faut qu'on se pose autour d'une table comme ce soir et rediscuter comment on peut faire les choses. Encore faut-il qu'on ait le temps, mais voilà. Il y a plein de choses à faire. En ce moment, je regarde beaucoup l'éducation populaire et les conférences gesticulées de Franck Lepage et c'est fascinant ce qu'il fait. C'est aiguiser un esprit critique sur ce qui se passe. Et bref. Mais c'est se retrouver, discuter, changer les mots qu'on nous assène. Il y a plein de choses à faire. Et est-ce que c'est un message que tu essayes de faire passer aussi quand Émilie parlait de ta ligne artistique, etc. Est-ce que justement, ça c'est quelque chose que tu mets en œuvre en fait? C'est la question de l'art et de la politique. Est-ce que c'est complètement segmenté ou pas Et moi, je pense qu'il faut mettre du politique dans l'art, mais il faut bien s'y prendre, quoi. Ouais, faut bien faire les choses. Mais c'est
Moi, je trouve que l'art, c'est pas assez approprié l'effet de société. Dans les années 70, on était en plein dedans, et puis maintenant, on n'est plus là-dedans. On est un peu, c'est du nombrilisme, hein, des fois, hein, mais je pense qu'il faut se rapprocher de ça. Il faut tout ressaisir au niveau social. Il y a plein de recherches, hein. Il y a le beau, mais voilà, pour moi, c'est ça le beau, peut-être. Le beau, c'est de rechercher, c'est de faire société, peut-être. Et faut travailler là-dedans, quoi. Alors, moi, je trouve que là, on approche du truc. Est-ce que, par exemple, cette expérience du Covid, là, enfin, ce qu'on a fait, l'expo, la friche, etc., bon, bref, voilà. Est-ce que cette proposition de confronter l'art au fait social, comme tu disais, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais avant? En tout cas, nous ici à la Friche, le projet de départ, c'est justement que ce rapport entre l'art et le fait social s'est imposé comme une nécessité. Voilà, il y a eu un rapprochement qui s'est fait et qui s'est dit, tiens, on ne peut plus échapper à ça. S'il y a quelque chose à dire aux gens, on ne parle plus que de ça dans le monde. On est saturé de cette information, comme s'il n'y avait plus que ça qui existait. Et donc, qu'est-ce que l'art peut apporter à ça? En plus, est-ce qu'on n'est pas déjà saturé? Est-ce que l'artiste, justement, ici, n'a pas un rôle spécifique à jouer, dans la mesure où il peut peut-être nous en parler, mais peut-être d'une manière autre que celle qu'on entend sempiternellement et à la radio et sur les réseaux sociaux, qui sont qu'une répétition de les réseaux sociaux avec le big data. C'est une répétition de ce qu'on dit nous-mêmes, puisque finalement on n'a que les choses qui nous intéressent, qui nous reviennent, etc., etc. Tu dis voilà, on parle pas assez du fait social. Est-ce qu'on peut, après avoir vécu un événement planétaire comme celui-là, échapper à cette nécessité? Moi, je suis les grandes galeries là, les grands musées, et je guette pour voir ce qu'ils font, comment ça sort, etc. Et c'est compliqué parce que ils adaptent leur ancien modèle à toutes ces organisations de protocoles, faire des visites en ligne, être dans un musée mais avec un petit carré autour de, les 1 mètre de distanciation sociale, etc., etc. Et c'est déshumanisé en fait, tu vois. Et déjà que c'était un peu déshumanisé, largement déshumanisé avant. Là, on s'éloigne, moi, je pense, d'un modèle de la place de l'art dans la société. Donc, faut peut-être repenser tout ça. Peut-être que il faut déconstruire aussi la construction de l'artiste. Qui est artiste, qui l'est pas? Comment on légitimise l'artiste? Qui valide l'artiste? Le monde de l'art, l'académie. C'est des grandes questions, hein, mais comment on le fait? Ça peut être le sujet d'une conférence gesticulée pendant 6 heures de temps, mais à l'échelle du port, il y a plein de choses à faire, ouais. Et peut-être qu'on ne sait pas encore assez. Alors, la friche est toute naissante, hein, et elle va très vite. Mais oui, à un moment donné, faut qu'elle s'ouvre un peu. Faut qu'elle s'ouvre, je veux dire. Elle s'est pas encore ouverte sur le port, à mon avis, mais je sais que ça. Il y a une radio déjà. C'est des choses qui font partie d'appels comme ça. Mais comment le fait social, l'art. C'est vraiment ton point de vue, toi. Oui, moi c'est mon point de vue. Ouais. Enfin bon, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait bouger, vibrer et produire. C'est ces questionnements de l'ordre humain, tu vois, humain et partagé. Moi, j'aurais envie de citer Robert Filiou qui dit, en parlant de l'art, il dit l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et on peut intervertir vie et art, peut-être. Non mais voilà, il y a un rapprochement à faire entre la vie et l'art. Il y a surtout 2 conceptions de l'art dans cette citation. Et, l'une pour contredire l'autre, sûrement. Non, mais au-delà de cette expérience Covid qui est particulière et qu'on n'a pas fini d'en parler, de digérer, d'en comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui on se situe, comment est-ce que je sais pas, comment est-ce que l'art c'est juste réagir à des événements. Est-ce que l'art a un devoir particulier? Est-ce que l'artiste est obligé d'eux en même temps? Il y en a tellement d'exemples comme ça dans l'histoire. Je veux dire, quand il a peint Guernica, c'était une réaction.
c'est souvent une réaction et puis une forme de résistance aux choses. Enfin, pour moi, c'est une aventure individuelle. Après l'effet de l'art, c'est encore une autre question, un autre débat, parce que chacun se positionne différemment. Lucot avait une attitude assez politique par rapport à cela. Moi, j'en ai une également, puisque je travaille beaucoup dans l'espace public, mais pas de la même manière, quoi. J'ai une attitude dans ce que je propose et de la manière dont on peut lire ce que je montre. Parce qu'il y a des points de vue différents, donc chacun, en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il sait, peut de toute manière en avoir une lecture, par exemple. Donc c'était un positionnement. Mais c'est multiple, hein. Bien sûr. Moi, je me cantonnerais pas juste à une action politique, hein, mais c'est le rapport entre l'individu, son voyage intérieur ou son parcours ou son attitude individuelle, mais il n'est pas dans un monde. Il est dans un monde, il est dans un environnement, dans une société. Donc, moi, je veux pas faire la propagande, quoi. Écologiste. Non, je crois que je me rapproche plutôt de l'écoféminisme. Non, mais je pense que c'est le futur, mais faut sortir de tout ce monde de prédateurs, quoi. Il faut un peu casser les prédateurs et après on pourra instaurer les prédatrices. Ouais, non, mais il y a plein de choses là-dessus, hein. La prédation, la domination, on nous fait croire, on nous fait croire depuis des siècles que c'est notre mode de fonctionnement. Le reptilien, le machin. Mais on a vécu aussi très très longtemps en société matriarcale, sans prédation, et ça marchait aussi très bien. Donc il y a des choses à raviver, je pense, là-dedans, qui sont intéressantes, qu'il faut évoquer pour se dire. En tout cas, moi, ça stimule mon imagination, ça. Plus que le jeu de la prédation, quoi. Oui, je peux serrer mes griffes de plus en plus. On peut tous jouer à ce jeu-là. Ça finit jamais très bien, quoi. Enfin bon, on voit où on en est aujourd'hui, là. La prédation de l'homme sur la nature, sur l'autre, donc on peut pas passer à côté de ça, je pense, c'est sûr. Je peux te parler des hyènes, puisqu'on parle de prédation. Il faut savoir que les hyènes, par exemple, les bébés hyènes naissent avec des dents. Oui. Et ils se bouffent entre eux s'il n'y a pas assez à manger. Oui. Déjà. Et ensuite, il faut savoir également que chez les hyènes, la plus vieille des laines, la plus décatille qui soit, elle passe avant le plus beau des mâles. Elle passe avant quoi, dans le plat de résistance? Oui, pour manger, par exemple. Elle est respectée par les plus beaux des mâles. Voilà. Donc d'un côté, ils se bouffent quand ils sont petits, et après, c'est le matriarcat qui est présent. Non, oui, c'est intéressant qu'elles naissent avec des dents. Mais je trouve ça hyper intéressant qu'elles naissent avec des dents. Nous, on est avec un cerveau qu'il faut imprimer. Mais bref, non, mais imprimer dans le bon sens, hein. On va faire du biomimétisme, on va parler de plein de choses là, mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu m'as parlé des hyènes, j'ai cru que tu allais me dire, mais non, tu vois, les hyènes, c'est la pure prédation. Et j'allais te dire, oui, mais en fait, il y a un mec qui a sorti un bouquin là, c'est Savigne, je crois, ou Savigné, un écolo. Pablo Servigne. Hein? Pablo Servigne. Oui, Servigne, pardon. Et je crois qu'il a dit la nouvelle loi de la jungle, la collaboration. Et en fait, le monde animal ne fonctionne quasiment que comme ça. Donc en inspiration animale, c'est fascinant. C'est pas que le lion qui va chasser la gazelle, quoi. Alors juste un dernier mot. Je rebondis. Tout ce que vous dites là, en fait, ça me fait vraiment penser à un mot que tu as employé tout à l'heure aussi, qui était l'éducation par rapport au fait que tu sois devenu papa et la nécessité qu'on a aussi d'éduquer. Et je trouve que la friche, c'est vraiment un endroit qui est intéressant en ce sens, en fait. Et là où vous êtes basé, de pouvoir toucher les écoles, le public jeune, en fait, ça me paraît vraiment essentiel de leur montrer cet exemple, comme tu dis, de collaboration en tant qu'artiste, de différentes visions du monde qui peuvent cohabiter dans un seul
seul endroit et d'avoir peut-être un discours, parce que là, bon, on est vraiment dans l'analyse, etc. Mais d'avoir un discours beaucoup plus accessible peut-être pour ce jeune public et d'ouvrir ce lieu à ce public-là qui a besoin effectivement d'être imprimé, comme tu dis, d'avoir un cerveau qu'on imprime et qui, voilà, de les sortir un peu de ce dont ils se laissent eux imprimer. Voilà. Bon, bah pour te rassurer, c'est ce qu'on fait. Super. Voilà. On a reçu 3600 scolaires au trimestre dernier. Formidable. Très bien. Mais tu nous as pas parlé de ton travail en dehors des 3 œuvres qu'on a citées. Rapidement, tu peux nous dire un peu ton parcours. Comment est-ce que comment t'en es arrivé à la création? La création. Enfin, je veux dire, bon, t'avais un goût pour ça, comme tout le monde, j'imagine. Et puis après, un jour, pourquoi tu t'es mis à être artiste, quoi? Ouais. Alors, je sais pas comment ça fonctionne pour devenir artiste. Si, il y a un monde de l'art, évidemment, hein, avec ses critiques, ses commanditaires, son académie, enfin bon, tout ça. En général, on devient artiste quand on est artiste et qu'on est reconnu par ses pairs. Hein. Historiquement, on dit que c'est ça. Mais après, je pense que je pense qu'on est artiste. C'est une vision, hein, c'est ma personnelle. Je pense qu'on est artiste par défaut tous et qu'on nous désapprend peut-être à cela, peut-être. Moi, je dessine depuis que je suis tout petit, en fait. Je crée depuis que je suis tout petit. Je pense que tout le monde crée, étant petit, fabrique, construit, machin. Le tout, c'est soit de continuer sur cette vague ou de dire ah bah lui c'est pas le dessin, lui c'est le cheval ou machin truc. Donc la création, ça fait très longtemps et ça s'est juste exprimé de différentes façons. Dans le design ou dans le graphisme et maintenant dans l'art, quoi. Si on parle de secteurs différents. Donc je pense que je suis comme ça, c'est tout. J'ai pas. C'était plus difficile de dire les mots je suis artiste que juste créer. Donc l'accès au statut, ouais, ça a été un peu long de s'en rendre compte et de se rendre compte que c'était ça. Mais non, ça m'est tombé dessus. Je suis pas allé. Maintenant, je travaille pour m'installer dans cet environnement-là quand même, un minimum, parce qu'il y a plein de belles choses à faire. Mais voilà, je tombe là, je rentre là-dedans maintenant là. Avant ça, j'ai eu, comme je vous disais, j'étais plus dans une vie plus alternative. J'ai vécu dans un petit camion. J'étais dans le nord de l'Europe. Enfin, donc j'ai baroudé un petit peu avant. Et puis là maintenant, j'en suis à ce point-là. Peut-être que ça fait très longtemps que je voulais en arriver à ce point-là. Mais je passais par un petit torrent comme ça. Avant d'y arriver. Et j'ai encore plein de choses à faire là, pour répondre à la question du parcours. En spiritualité, la créativité, ça vient de la part féminine et on l'accepte pas. Et quand on l'accepte, bah, ça laisse... Parce qu'on l'a quand on est enfant, mais en grandissant, on est marqué par autre chose, en fait, qui nous empêche de garder cette créativité. Oui, non, je suis sûr que je suis une femme aussi. Non, mais... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non mais ça je l'ai accepté et je veux dire c'est pas que je l'ai accepté. C'est le cas. On est tous, à mon avis, hommes et femmes. Et normalement, oui, on a une part féminine, une part masculine. Ouais, la part masculine nous fait agir et la part féminine nous fait réfléchir. Et la créativité fait partie de la part féminine. non, mais je disais que tout le monde. Exactement. C'est juste c'est mon opinion. Après, on en fait ce qu'on en veut, mais. Non, mais moi je suis assez d'accord sur le côté la féminité, oui, c'est merveilleux. Et puis on est tous dans c'est pas un dosage, mais un équilibre comme ça. Alors c'est plus prononcé chez d'autres ou pas. Il y a des femmes très viriles, hein. Il y a des femmes, on dirait des hommes. Les chefs d'entreprise femmes sont très dans l'action, dans la réaction, et on sent ce côté masculin très présent. Oui. Bah, elles ont compris le système viril, quoi. Oui. Elles appliquent le système viril, à mon avis. Je suis pas trop d'accord avec vos systèmes là, mais oui, je crois qu'il y a des gens qui s'adaptent comme ils peuvent, mais France pas les sourcils comme ça. Non, mais rebondis, t'es pas d'accord? Non, mais on va pas commencer à parler de la question de la féminité, Vénus, Mars. Non, mais pas celle-ci, mais la vulnérabilité par exemple. La vulnérabilité, c'est très mal vu.
Faut Oui. pas être vulnérable. Mais- je dis mais- pas que c'est une voilà, part de féminité, mais exactement, c'est ça. je C'est je que mets pas là- d'étiquette à qui que ce soit, mais je veux dire, il y a des choses qu'on peut ranger sous l'ordre de la virilité, et la vulnérabilité, c'est l'opposé de la virilité. Et on n'est pas dans là où je veux en venir, c'est qu'il faut il faut être vulnérable aussi un peu. Il faut l'accepter parce que ça peut se transformer en force aussi. Il faut l'assumer, faut assumer nos faiblesses au lieu de juste camper le rôle de la virilité jusqu'au bout. C'est dans ce sens-là. On parlait peut-être de féminité. Alors je vous écoute là à causer, c'est cool. Moi j'ai envie de vous dire juste une chose, c'est que l'homme avec un grand H, et pour moi à mon sens il est vulnérable, et peut-être qu'il l'a oublié, et ce qu'on a vécu aussi avec le Covid-19, ce qui se passe, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, merci Luco, tu nous as dit un peu ta sensibilité, la manière dont tu ressens les choses, comment tu touches un peu à tout ça. Voilà. Après, ce que j'aime pour préciser, juste un peu préciser les contours, c'est au niveau de ton travail. Donc tu dessines, tu fais des installations, tu fais quoi encore? Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama des matières que tu utilises, que tu privilégies, et des techniques? Alors là, avec la première rencontre avec le bambou, on va dire, où ça a été très technique, très archaïque, je pense que je vais pousser là-dedans, mais je vais monter en technicité sur le bambou, parce que j'ai envie de faire des objets en bambou, mais des objets de la vie ordinaire. Enfin bon, moi, j'ai envie de faire un petit travail là-dessus. J'aime bien travailler avec le déchet. Pour ce qui est installation, j'ai un peu un rebut avec toutes les techniques trop sophistiquées où il y a trop un décalage entre la pensée et le résultat. C'est pour ça que j'adore dessiner quand même, et j'adore aussi tisser. C'est qu'il y a un rapport, un peu comme l'écriture, il y a un rapport comme ça de l'immédiateté. Donc je privilégie tout ce qui peut être assemblage à la main ou technique d'assemblage. J'aimerais bien faire un beau travail avec le corail aussi, et voir comment je l'assemble ou comment je reconstruis quelque chose. Et sinon, j'aimerais bien lancer une série justement mythologique dans la lignée de la tortue là, avec d'autres animaux qui réagissent plus ou moins bien face à cet idéal rond, à ce disque d'or là. Peut-être un loup, je vais peut-être faire un loup. Donc non, voilà, j'ai pas envie de me cantonner, mais là pour l'instant, oui, c'est le dessin et l'installation, la sculpture. J'aimerais bien faire des trucs comme Henri Maillot en sculpture. J'aime bien beaucoup ce que tu fais en sculpture. Ouais. Ça m'évoque beaucoup de choses, comme tu le dis, tu laisses ces formes-là et elles évoquent. Moi, j'aime beaucoup. J'ai regardé là à la piscine là, cette femme dans la bouée là, et j'ai appris que tu avais repris la tronçonneuse. Et c'est des trucs que j'aimerais bien essayer aussi, ouais, pour la suite. Eh bien, merci beaucoup Luco. Merci Eddy. Oui, merci d'avoir partagé ta vulnérabilité agissante. Alors, Merci, vous aussi. Restez connectés sur les ondes de Radio Babouk. À très vite avec